bonjour à toutes et tous. Bienvenue au Chac, ici à Paris, dans le quartier de l'Opéra, où a lieu ce week-end le festival, le salon du livre de la FNAC. Vous nous regardez également sur vos tablettes, sur vos écrans, sur le site laclacfnac.com, donc pour cette édition 2021 du salon du livre FNAC. Nous sommes avec Nina Bouraoui et Lilia Hassen pour cette rencontre Quand la littérature raconte l'Algérie. Il se trouve que l'Algérie, c'est tout ou partie de vos racines respectives, mesdames. Alors, l'Algérie, on en parlait encore cette semaine, de toute fin septembre 2021. Des quotidiens ou des sites internet titraient encore, pas plus tard qu'hier, France-Algérie, le match impossible. Ça, c'est si on parle football, parce qu'il est question, 20 ans après ce qui s'est passé au Stade de France, de refaire un match France-Algérie. Mais il y a toujours cette cicatrice par rapport à l'époque coloniale qui rend difficile cette question. L'Algérie, on en parle puisque l'ambassadeur actuellement, là, au moment où on se parle, l'ambassadeur de France en Algérie a été rappelé justement par le pouvoir algérien suite à la décision du pouvoir français de baisser le nombre de visas aux ressortissants marocains, tunisiens et algériens. C'est vous dire que l'Algérie, il en est quand même toujours plus ou moins question dans notre actualité française. Et de fait, il en est donc du coup par voie de conséquence toujours fortement question dans l'art, dans la fiction et dans la littérature. C'est ce que vous avez fait chacune en cette rentrée. Lilia Hassen, c'est votre deuxième roman. Soleil amer, vous êtes sur la première liste du prix Goncourt, vous êtes sur la première liste du prix Interallié. On vous lit donc chez Gallimard et on vous voit quasiment tous les jours, parce que je crois que c'est un certain nombre de jours par semaine. 2 jours par semaine, dans l'émission Quotidien sur TMC. Nina Bouraoui, c'est votre 18e roman qui paraît en cette rentrée. Prix du Livre Inter en 1991 pour le premier roman, La Voyeuse interdite. Prix Renaudot en 2005 pour Mes mauvaises pensées, c'était aux éditions Stock. Et donc, celui-ci est en lice pour le prix Femina, Satisfaction ou Satisfaction, selon qu'on prend en compte la référence musicale ou pas. Alors, je vais commencer par une question à vous, Lilia Hassen, mais qui s'adaptera après à vous, Nina Bouraoui. C'est votre deuxième roman, je disais à l'instant, Ce Soleil amer, chez Gallimard. Dans le premier, il n'était pas du tout question de l'Algérie. Ici, ça y est, vous y allez de plein pied, puisqu'il commence en Algérie, puis après on va suivre 3 générations et ça va nous ramener jusqu'en la France de la toute fin du XXe siècle. Quel a été le moment où vous vous êtes dit, tiens, cette fois-ci, j'ai la maturité romanesque, j'ai l'envie, bref, il est temps que je relève ce défi de traiter donc d'une partie de mes origines et de notre histoire à toutes et tous. Bonjour. Alors déjà, je pensais effectivement que ça prendrait plus de temps. Mon premier roman, je tenais à ce que ce soit une œuvre de fiction pure, une œuvre d'imagination. Je ne me sentais pas forcément prête pour aborder des sujets personnels, même si ça reste un roman. Il est nourri de plein de choses, de plein de souvenirs que ma mère m'a racontés, c'est vraiment une histoire aussi familiale j'avais du mal à mettre de l'ordre dedans. Et c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour me confronter à ces sujets-là, à l'Algérie. Moi, l'Algérie, j'y suis allée assez peu souvent dans ma vie, donc c'est mes racines, évidemment. Mais la question de l'Algérie, finalement, chez moi, était assez peu abordée, et en même temps, elle était partout. Et j'avais envie de comprendre le lien entre l'Algérie et la France, entre ces générations qui avaient quitté un pays. Qu'est-ce que c'est que d'être déraciné? Qu'est-ce que c'est que d'être exilé? Qu'est-ce qu'il en reste? Moi, j'avais le parcours de mon père qui est venu en France, qui est né en France. Mes 2 parents sont nés en France et mon père est reparti aussi en Algérie dans sa petite enfance. Et je sais que voilà, c'est des souvenirs d'enfance, donc il a un lien très fort, plus fort que celui de ma mère à l'Algérie. Et donc toutes ces questions, moi on m'a pas parlé arabe par exemple, donc je parle pas l'arabe, donc j'avais un rapport très, très ambivalent à l'Algérie, c'est-à-dire que c'est un pays que je sentais parce que je sentais l'amour de mon père, mais je sentais aussi parfois les réticences de ma mère à y retourner. Je voyais tout ce que cette relation entre la France et l'Algérie provoquait, parce que c'est une guerre qui a été récente, parce qu'il en reste une sorte d'amour-passion, avec tout ce que ça comporte aussi parfois de rejet, de haine. Et donc forcément, en fait, l'Algérie en tant que telle, c'est déjà une matière romanesque incroyable parce qu'elle comporte de la passion et du sentiment. Comment est-ce que vous entendez, Nina Bouraoui, ces questions de matière romanesque incroyable, passion, sentiment? Vous, je disais, c'est votre 18e roman. Une partie de votre œuvre littéraire est d'inspiration autofictionnelle. Vous avez donc, à ce titre aussi, régulièrement traité de vos racines algériennes à travers principalement le thème de l'enfance et des racines et donc du déracinement.
Selon quoi, alors ici on y revient, hein, on est en 1977 ici dans ce roman, selon quoi des pas vous mènent dans votre Algérie personnelle ou rêvée ou pas? Qu'est-ce qui fait que? Ah, je crois que moi, je ne peux pas du tout me séparer de l'Algérie, de cette terre. Une terre que l'on appelle parfois la terre maudite, mais qui est une terre somptueuse, hypnotique. Mon père est algérien, ma mère est française. L'Algérie fait partie de la dualité et aussi de mes démons. Parce que lorsqu'on est issu d'un mariage mixte en pleine guerre d'Algérie, on a les deux parts de ces deux pays qui étaient ennemis, qui se faisaient la guerre, qui se déchiraient. Et l'être représente cette guerre, cette déchirure. Donc c'est très étrange de vivre son enfance et de devenir adulte avec ces deux parts sans en trahir jamais l'une ou l'autre. Et il ne faut pas d'ailleurs. Donc il faut apprendre à se rassembler. Et c'est vrai que tous mes livres sont baignés par la lumière algérienne. J'y ai vécu les 14 premières années de ma vie, de 67 à 81. C'est un pays qui a certainement scellé mon métier d'écrivain parce qu'il m'a appris la lumière, comme tu disais, les sentiments, la passion, le désir et surtout la violence. L'Algérie est une mer de violence, c'est une terre qui a été traversée bien avant même la colonisation. C'est une terre de guerre et une terre guerrière. C'est une terre qui est mouillée de sang. Je crois qu'aussi la colonisation scinde à tout jamais le rapport dominant et dominé. Coloniser, être colonisé, coloniser, c'est absorber une culture. Être colonisé, c'est être absorbé par une autre culture. Et je crois qu'après l'indépendance, quand mes parents sont arrivés, ma mère a fait le chemin inverse des Français lorsqu'ils partaient en 62. Elle est arrivée avec son mari algérien qu'elle avait rencontré en France pour construire cette nouvelle Algérie. Et je crois que ce rapport dominant-dominé n'a jamais disparu. Il s'est déplacé. Les nouveaux colons étaient peut-être les hommes et les nouveaux colonisés étaient peut-être les femmes. C'est ce que j'ai vraiment ressenti en grandissant là-bas, dans cette ville si virile et parfois si dangereuse. Est-ce que c'est pour ça que votre roman 1 se situe, donc Satisfaction, qui est paru là chez Lattès, en 1977, hein, parce qu'on va y suivre tout le long de cette année une sorte de journal intime d'une femme qui est donc de fait la narratrice et qui va raconter justement son rapport à des hommes, son rapport à son mari. C'est une Française qui, après l'indépendance, a choisi volontairement de rester en Algérie et il va lui arriver des nouveautés alors amoureuses, des nouveautés familiales, puisque c'est aussi un roman sur la transmission. Il y a le fils par qui va se finir d'ailleurs ce roman. Mais ce roman se passe en 1977, donc juste 15 ans après l'indépendance, 10 ans avant le début de la décennie noire. C'est pour ça que quand on lit ce livre aujourd'hui, on se dit tiens, c'est pile poil entre les deux. Est-ce que justement c'est pour ça, pour ces questions de violence, qu'on commence à voir ici, et on le voit parce qu'on sait l'histoire, mais sinon c'est peut-être plus compliqué à voir. Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi 1977 ? Oui, 77-78, nous étions les spectateurs passifs et assez naïfs de ce qui était en train de se tramer. C'est vrai que l'Algérie sortait de sa guerre d'indépendance. Je dis sortait parce qu'on sentait déjà très présent les stigmates de cette guerre-là, notamment par un racisme qui était assez tabou, le racisme anti-français. Moi, j'ai beaucoup fréquenté ces femmes françaises. Qui est évoqué ici avec ces termes-là, un Oui, racisme anti-français. complètement. Michel Aclier, cette Française-là. Alors évidemment, elle n'a rien à voir avec ma mère. Ce qui est bien dans la littérature, avec quand les années passent, on garde les instruments de son autofiction, c'est-à-dire la Seine, les hauteurs d'Alger, cet immeuble Shell que j'ai bien connu, où j'ai grandi, la ville, les ruines de Tipaza, les criques sauvages. Et puis, tous ces personnages ont existé une première fois, mais je les fais réexister dans une forme totalement romanesque, et en effet qui est le carnet. On rentre dans la conscience de Madame Acli. Et c'est vrai que ces années-là sont très importantes, puisque se trame une nouvelle guerre qui arrivera dans les années 90, la décennie noire. Et nous ne la voyons pas, finalement. Elle l'observe, Madame Acli. Elle absorbe cette violence. Et il y a déjà des milices. On veut savoir si ces couples mixtes ne sont pas des espions. On veut savoir si ces hommes musulmans boivent de l'alcool. On veut savoir s'ils fêtent Noël. Et tout d'un coup, les jeunes filles, alors qu'on disait « Mais non, l'Algérie, ce n'est pas l'Iran,
c'est totalement faux. Khomeini commence à faire des adeptes et les jeunes filles commencent à porter le hijab et plus ce beau voile blanc que portaient nos grands-mères en fait. Et c'est pour ça que c'est une année charnière. Moi, je me souviens très bien de la chanson des Rolling Stones. Alors, j'en fais un autre usage dans le livre, puisque c'est le livre aussi du. On ne dira pas à quel moment du livre il apparaît, parce que ce serait quasiment spoiler oui, ce qui va se passer. Je ne dirais pas. Mais j'ai ce souvenir d'une année 77 où je suis dans une fête, je suis une enfant, et je vois tous ces adultes un peu ivres qui dansent sur cette chanson, et j'ai le pressentiment qu'il va se passer quelque chose de très grave, que certains resteront, que certains vont mourir, et que certains quitteront ce pays et s'exileront. Pour continuer à parler de ce rapport aussi à l'histoire, Lilia Hassen, je disais, votre livre débute en 1959, on est en Algérie, on a donc, c'est vers Sétif si je me rappelle bien, on a une femme, Naja, qui élève seule ses 3 filles, le mari est parti travailler en région parisienne, bientôt elle va le rejoindre, bientôt il y aura l'indépendance. Bientôt, il va y avoir un secret de famille, que je ne spoilerai pas non plus, qui va distordre un peu la lignée familiale, mais qu'on va quand même continuer à suivre sur 2 générations ensuite. Et ça va nous amener, si je me rappelle bien, jusqu'à la toute fin du XXe siècle, juste après, justement, et c'est verbalisé aussi, la victoire de l'équipe de France avec Zidane, etc., au Stade de France, parce que ça a aussi un rapport, tout ça, avec ce qu'on appelait et ce qu'on appellera la France black, blanc, beurre. C'est là-dessus que se finit le rêve ou pas du livre. Et on a des étapes comme ça, c'est 1957, c'est 1968, c'est 1987, qui vont déterminer la vie de plusieurs des individus. Comment est-ce que vous avez établi le nombre de générations dont vous vouliez parler, ce qui allait forcément induire la façon dont vous allez parler, là aussi, du thème transcendantal, qui est la transmission? J'avais envie de comprendre la génération de mes grands-parents et celle de mes parents. Effectivement, le livre commence dans les ruines de Djemila, on parlait des ruines de Tipaza. C'est pareil, c'est un endroit merveilleux. En fait, j'avais besoin aussi de raconter des choses. C'est vrai que c'est des sujets dont je parlais parfois à mes amis et eux n'étaient pas au courant de tout ça. Ils ne sont pas au courant de la décennie noire, ils ne sont pas au courant de la beauté de l'Algérie, de ces ruines sublimes à flanc de montagne ou face à la mer. Et j'avais envie de raconter des épisodes comme ça qui, moi, m'avaient marqué, soit dans des discussions que j'avais eues avec mes parents, soit voilà, dans des choses que j'avais vues, lues, entendues. Et donc il y a l'année 59, effectivement, du départ de Naja en France. Enfin, au début, elle est en Algérie, et puis après, elle rejoint son mari en France au début des années 60. C'est pareil, cette immigration où on est aussi venu chercher des hommes, c'est quelque chose qu'on sait peu et qu'on dit peu. Que les hommes sont soit partis en Algérie par cooptation parce qu'il y avait un de leurs frères qui disait il y a du travail dans mon usine, viens, ce qui était une manière de les appeler, soit des recruteurs se déplaçaient en Algérie pour venir les chercher. Il y a les questions du regroupement familial, de comment ça s'est fait. On a toujours l'impression que c'est les années Giscard et que ça a été une période d'ouverture. En réalité, c'est des hommes qui étaient, c'est parce que les hommes qui étaient venus seuls au début dans les usines automobiles ou dans d'autres usines étaient livrés à eux-mêmes sans aucun plaisir charnel, sans aucun contact avec leur famille et si ce n'est qu'ils envoyaient de l'argent. Et cette solitude-là a créé des problèmes de violence, des problèmes d'alcoolisme. Donc on a fait venir les femmes et les enfants pour encadrer ces hommes. Donc en fait, c'était une fausse générosité à ce moment-là. Et puis dès que le chômage est arrivé, les difficultés sont arrivées aussi avec. Et donc la drogue dans les cités. Et voilà, donc je suis dans les années 80 sur ce sujet, l'épidémie de drogue et de sida. Et c'est vrai que ça, c'est des choses, moi, que j'avais beaucoup entendues. Il est vraiment question de tout ça dans le livre. Hein. C'est dire tout ce qu'il y a dans, oui, mais parce dans que ce livre et dans un livre. Ouais, c'est des choses dont on ne parle jamais. Et que voilà, moi, j'en entendais parler parce qu'à chaque fois qu'il y avait une amie de ma mère qui venait et qui avait montré une photo... mais alors lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Lui, il est mort du sida. Et en fait, j'avais l'impression que c'était une génération entière qui était morte du sida dans les années 80, filles comme garçons. Et cette génération n'en parle pas parce que soit les familles l'ont tué à cause du poids des traditions et que c'était une maladie honteuse. L'État n'a pas voulu non plus faire des banlieues. C'était déjà très compliqué avec le chômage et le début de la délinquance en banlieue. Ils n'ont pas voulu en faire des ghettos vus comme dangereux par le reste de la population. Donc tout ça, c'est des sujets qui m'intéressaient. Et en tout cas, j'avais envie de raconter à travers l'histoire de mes 2 personnages principaux, des 2 frères, de raconter ces années-là. À travers une famille et de montrer la complexité aussi de tout ça, les complexités et humaniser surtout
tous ces sujets dont on parle peu, mais effectivement de l'Algérie à la France, en revenant aussi par l'Algérie, puisque finalement ces deux histoires sont imbriquées. Alors on voit bien du coup à travers le fil et une narration et un carnet intime et une voix, tout ce qui colimaçonne justement dans votre livre, et à travers le puzzle et tous les thèmes, parce qu'il est question de tout ce que vous avez dit, hein, c'est en dire encore une fois tout ce qu'il y a dans un roman. On a parfois du mal à se rendre compte de tout ce qu'il faut dans un roman. C'est pas seulement il était une fois, c'est pas seulement une histoire, c'est toute une question d'équilibre, de densité, et il y a tout ça. Pour finir, donc, sur ce qui a changé peut-être dans votre lien avec ce thème-là, l'Algérie, après ce livre, c'est le plusieurs-tième où vous évoquez l'Algérie à travers aussi ce que vous avez dit, c'est donc le premier où vous évoquez entre autres l'Algérie. Pour finir, dans les quelques minutes qui nous restent, qu'est-ce que ce livre a, chez l'une et chez l'autre, changé justement dans votre façon de voir, ah oui tiens, ça, j'avais pas vu l'Algérie comme ça, ou ouais non, ça n'a rien changé. Qu'est-ce qui a changé depuis ce livre-là? Moi, je crois que c'est souvent, parfois aussi, assez égoïste de ma part. Écrire sur l'Algérie est un moyen d'ouvrir la porte de ce pays, qui est mon pays, qui est le pays de mon enfance. Et d'ailleurs, pour moi, l'Algérie n'est plus un pays, je le nomme l'enfance. Et je crois que jouer dans les ruines romaines, c'est quelque chose. C'est jouer avec la mort, c'est jouer avec l'histoire, et c'est avoir conscience de sa précarité aussi, l'importance de la vie vivante. Et j'ai beaucoup joué dans les ruines romaines de Tipaza, et tu as raison, il faut en parler. L'Algérie, on ne connaît pas assez sa beauté. On connaît souvent cette guerre et ces deux guerres, on connaît sa violence, mais on ne connaît pas aussi la force de son peuple et de son peuple féminin. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il suffit d'être allé à Alger pour voir la basilique Notre-Dame d'Afrique qui surplombe la ville blanche, le cimetière juif en contrebas, et pour tout comprendre, la Méditerranée en face. Et effectivement, c'est une terre qui est contrastée, qui est violente, mais qui est sublime, parce qu'elle est passionnée, ce que je disais tout à l'heure. Et ça, j'avais envie de mieux sentir ça, parce que je voyais l'attachement de mon père à cette terre. Je le comprenais assez bien, puisque c'est là où sont enterrés mes ancêtres. Mais c'est vraiment ce rapport à la mort, et qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je suis la 3e génération, et j'ai vu ces douleurs, ces incompréhensions, ces doutes, cette relation à l'Algérie chez mes parents. Et forcément, ça m'a toujours bouleversée. Donc c'est ça, j'essaye de reconstruire. Moi, c'est mon 2e roman, mais peut-être qu'il y en aura d'autres là-dessus, parce que c'est un long travail. Je crois que c'est le travail d'une vie. Donc alors il y en aura d'autres. Peut-être pas là-dessus, mais enfin, la vie est longue, enfin, j'espère. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, pour ces propos pour vous reciter sur la passion, sur la matière romanesque, sur le démon, sur la déchirure, qui sont toutes les choses qui sont dans l'âme de vos livres et que vous avez verbalisées ici. C'est donc Soleil amer de Lilia Hassen aux éditions Gallimard, et Satisfaction de Nina Bouraoui. Il faut préciser pour vos fidèles lectrices et lecteurs que c'est un roman qui rappellera Sauvage aussi en 2011, puisqu'il était déjà question sous des mêmes prismes un peu démoniaques du rapport de l'enfance à l'Algérie. Donc pour celles et ceux qui vous suivent, Sauvage et Satisfaction. Du genre, très important, oui, aussi, thème central de toute mon œuvre, parce que je suis aussi une militante, il ne faut pas l'oublier. Merci de conclure sur ces propos-là. Merci beaucoup. Donc à retrouver sur laclaquefnac.com et ces 2 livres à la Fnac également. Merci. Bon festival. Merci.